Un mail pour proposer. Viens aller chercher. Hop. Alors, ce matin, nous allons parler de l'hémorragie méningée, un vaste sujet pour un vaste cours qui se fera en deux parties. On va essayer d'aborder de la phase toute initiale de la prise en charge, complications précoces, un peu de physiopathologie, d'anatomie, jusqu'aux complications tardives. En démarrant par un des symptômes caractéristiques de cette hémorragie méningée qui est la céphalée brutale. Un coup de tonnerre dans un ciel serein. Et souvent, eh ben, c'est ça qui se passe quand on discute avec les patients qui sont capables de s'exprimer. Et on va partir d'un petit cas clinique qui va nous suivre tout au long de ce cours. Alors, ça touche qui, l'hémorragie sous-arachnoïdienne? Donc, ça fait partie de la grande famille des accidents vasculaires cérébraux. L'incidence est différente selon les pays. Vous voyez que dans certains pays, notamment au Japon et en Finlande, c'est 7 fois plus fréquent que chez nous. Ça touche un petit peu plus la femme que l'homme, avec un âge médian qui est souvent aux alentours entre 40 et 60 ans. Vous voyez qu'il y a une mortalité qui n'est pas du tout négligeable, puisqu'il y en a 40% qui seront morts à J28. 20% vont mourir avant d'arriver dans une structure hospitalière. Autrement dit, c'est des gens qu'on va retrouver soit morts à leur domicile, soit qui vont se présenter sous la forme d'un arrêt circulatoire non récupéré et qui seront décédés avant d'arriver chez nous. Et puis, c'est pourvoyeur de séquelles neurologiques et de handicaps importants. Alors, les facteurs de risque qui sont connus et qu'il faudra rechercher à l'interrogatoire de nos patients qui présentent une céphalée à fortiori brutale, c'est le fait de fumer, d'avoir une hypertension artérielle, de consommer de l'alcool. On a déjà parlé du sexe féminin. Puis il y a une prédisposition familiale, génétique, qu'il va falloir évoquer lorsque deux personnes dans le cercle familial au premier degré ont déjà présenté une hémorragie sous-arachnoïdienne. Il y a tout ce qui va stimuler le système sympathique, notamment des toxiques qui vont pouvoir favoriser la survenue d'HSA. Et puis, il y a les maladies du tissu conjonctif. Vous connaissez probablement la polykystose hépatorénale où souvent, dans le cadre du bilan pré-greffe rénale, il y a une imagerie cérébrale, une IRM cérébrale la plupart du temps, qui retrouve régulièrement un anévrisme intracrânien qui pourra être embolisé. Je rappelle, alors après d'autres pathologies du tissu conjonctif, dysplasie fibromusculaire, syndrome d'Ehlers dans l'os, vous connaissez, il y a plein de catégories du syndrome d'Ehlers dans l'os. Et puis, une chose que je n'ai pas notée là, qui est qu'il y a environ 10% de la population, je sais pas, on est au moins 10 dans cette pièce, qui ont un anévrisme intracrânien. Ça ne veut pas dire que, vous avez bien vu l'incidence, en France, 3 pour 100 000 habitants. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont un anévrisme intracrânien vont saigner. Ça dépend de la taille, de l'évolution. Et c'est évidemment pour ça qu'on ne va pas proposer une imagerie cérébrale injectée à toute la population, sans compter le stress, qui est lui-même un facteur de risque de développer une hémorragie sous-arachnoïdienne, de savoir qu'on a un anévrisme dans la tête. Alors, revoir un petit peu où est-ce que ça se passe ne fait pas de mal. Vous avez en plein milieu un sinus veineux, avec des protrusions ici qui viennent de l'espace sous-arachnoïdien. Donc, vous avez la dure-mère qui est parfaitement adhérente à l'os. Vous avez, dans les méninges, vous avez votre dure-mère, vous avez votre arachnoïde qui est ici, puis vous avez la pimère qui épouse la surface du cortex cérébral. Euh, ça s'appelle comment ça? Ah, mais c'est écrit. Mais c'est un autre nom. Hein? Ça s'appelle les... En plus, ça vous aide. Ouais, de Pacchioni, ça sert à quoi? Ouais, ok. Pour la résorption du LCR, entendu. Effectivement, c'est des protrusions de vaisseaux qui proviennent de l'arachnoïde. Et dans cet espace-là, bon, il y a des artères et des artérioles. Et puis, il y a quoi aussi? Qu'est-ce qui circule à cet endroit-là? Eh oui, le LCR.
hein. Donc, c'est une protrusion de LCR avec une membrane semi-perméable qui va exprimer des aquaporines, et entre autres, et puis par gradient de pression qui va faire sortir le LCR dans des sinus veineux, ce qui me permet de vous rappeler pourquoi est-ce qu'on dit que pression de perfusion cérébrale, mais ça on l'avait déjà dit dans le cours sur l'hémodynamique cérébrale, mais enfin, une fois de plus, l'enseignement c'est la répétition. Pourquoi dit-on PPC est égal à PAM moins pic? Or, une pression de perfusion, c'est une pression d'entrée moins une pression de sortie, donc c'est en fait PAM moins pression veineuse cérébrale. C'est parce que la pression veineuse cérébrale, ici, dans un sinus veineux, est sensiblement identique à la pression dans le liquide céphalorachidien, de par cette continuité anatomique entre les espaces sous-arachnoïdiens et les sinus veineux, à quelques 1-2 mm de mercure près. OK. Et donc, nos artères et artérioles cérébrales cheminent dans cet espace sous-arachnoïdien, ce qui nous amène à parler des différents types d'hémorragie qu'on peut observer. L'hématome extradural va se situer entre notre dure mère ici et la tablette osseuse. Et comme vous avez la dure mère qui est adhérente à l'os, ça nous permet de comprendre aussi pourquoi est-ce que quand on a un hématome extradural qui se développe, on a une lentille qui est comment? La lentille est pour notre externe, biconvexe, hein, parce qu'il va falloir pousser la dure mère, la disséquer quelque part, ok, et que souvent ce soit associé, un, à une petite fracture osseuse en regard, et deux, à une toute petite artériole qui va se mettre à signer à cet endroit-là. Parce que l'artériole, elle a plus de pression, elle va pouvoir plus facilement disséquer ce plan entre la tablette osseuse et la dure mère. Donc ça nous rappelle que la dure mère est adhérente à la tablette osseuse. Et puis, on a le saignement sous-dural entre les deux, qui va pouvoir refouler un peu l'arachnoïde et puis épouser une partie du cerveau. Et puis vous avez le saignement sous-arachnoïdien, hémorragie sous-arachnoïdienne, HSA, l'hémorragie méningée, où on va avoir du sang qui, à la faveur d'une fragilité d'une artériole pour des HSA plus distales, va saigner à cet endroit-là, et vous comprenez donc facilement pourquoi est-ce que vous observez du sang qui va diffuser le long du cerveau dans ces espaces sous-arachnoïdiens. Ok, c'est grave. Alors, le diagnostic, on a dit que le maître symptôme, c'est la céphalée, brutale, sans prodrome, euh, souvent associé à un accès hypertensif. Ça peut être, ce qui est survenu sur la dernière grande garde, c'était au décours de l'acte sexuel, la pic hypertensif, la céphalée brutale, on se met à saigner de ce fait-là. Il y a certains papes notamment qui sont morts comme ça. Ils ont été morts dans l'expectase. C'est joliment dit. Et puis les signes neurologiques, c'est les signes d'irritation d'irritation pyramidale, d'irritation méningée, avec le signe de Kernig, de Brudzinski, le classique photophonophobie, les vomissements. Et puis lorsque l'HSA est plus sévère, vous pouvez avoir des troubles de la vigilance qui se manifestent sous la forme d'un syndrome confusionnel, d'obdumilation, puis le coma. Vous avez des signes focaux qui peuvent être liés soit à un hématome intraparenchymateux, parce que ça peut être associé à de l'hématome, soit à la localisation des anévrismes, et ça, je pense notamment à la paralysie du 3, je pense qu'on le décrira un petit peu plus tard, les anévrismes terminaison carotidienne communicante postérieure, par leur localisation et l'anatomie de la troisième paire crânienne, peuvent comprimer directement la troisième paire crânienne et donner un tableau d'anisocorie, de mydriase, voire de ptosis, et on a eu encore là, il y a 2 semaines ce tableau-là. Il peut y avoir une crise convulsive lors de la présentation clinique ou lors du ressaignement. C'est d'ailleurs souvent ce qu'on observe, une hémorragie méningée qui ressaigne face à nous. Et ben, souvent, ils se mettent à criser et puis au décours de la crise, on a un coma. Alors, il y a des signes extraneurologiques qui accompagnent le l'ictus hémorragique. Ils sont liés à la réponse de l'organisme en cas d'agression cérébrale aiguë, en cas d'HTIC très aigu, puisque c'est ce qui se passe quand on va saigner brutalement dans son cerveau. On va avoir brutalement une hypertension intracrânienne très sévère.
sévère parfois au point d'entraîner un arrêt cardiaque parce que, un, vous avez une HTIC qui va être extrême et très brutale, et deux, bah, la réponse de l'organisme face à ça, ça va être d'activer le système adrénergique. Et alors, je pensais au début que c'était surtout des troubles du rythme ventriculaire, les arrêts cardiaques sur d'hémorragie sous-arachnoïdienne, et puis il se trouve que un papier, peut-être pas très vieux, mais en tout cas que j'ai découvert récemment, montre que c'est quand même surtout de la systolie. Alors peut-être y a-t-il à la phase toute initiale un trouble du rythme ventriculaire, puis qu'après ça se passe de la systolie. En tout cas, une cause d'arrêt cardiaque est souvent liée à une hémorragie sous-arachnoïdienne. Oui, monsieur, je suis en plein cours, est-ce que je peux vous rappeler? Merci. Donc l'HTA qui accompagne cet ictus hémorragique, la tachycardie, la bradycardie, elle rentre dans le cadre de quoi? Oui, ta réaction de Cushing, absolument. L'ischémie myocardique, ben ça, vous le savez aussi, c'est également la cardiomyopathie adrénergique, également l'œdème pulmonaire neurogénique, également les troubles de la repolarisation. Bon, tout ça, c'est le stress adrénergique excessivement important qui, sur le poumon, va entraîner de la lésion de barrière et potentiellement de l'œdème pulmonaire neurogénique. Sur le cœur, de l'ischémie myocardique, de la cardiomyopathie adrénergique, des troubles de la repolarisation. Le diagnostic paraclinique, bon, vous avez peut-être déjà vu, mais c'est quoi l'examen qu'il faut faire? OK. Ah, on fait les deux, hein. Un scanner cérébral sans injection qui va faire le diagnostic de la maladie. On va voir le saignement et un angioscanner cérébral pour en rechercher la cause. OK. On peut voir, je vous dis, des hématomes intraparenchymateux qui sont associés. On le voit souvent au niveau des anévrismes, du complexe antérieur avec des hématomes, frontaux. On le voit aussi sur certains anévrismes de la bifurcation sylvienne. On va parfois avoir, de l'hématome intra et qui parfois fuse en sous-dural, où on a parfois des hématomes sous-duraux, parfois importants, qui y sont associés. Et puis l'injection, elle va rechercher la cause. Bon, la cause, elle est dans 85 des cas anévrismale. Ça veut dire aussi que dans 15 des cas, elle n'est pas anévrismale. Et il y a d'autres étiologies, les malformations artérioveineuses qui peuvent avoir des anévrismes dits d'hyperdébit, qui vont se mettre à saigner, des fistules durales, certains cavernomes, des vascularites, des causes traumatiques, hein, je ne les ai pas notées là, et puis une autre cause aussi que j'ai pas notée, en fait, il y en a plein de causes à l'hémorragie sous-arachnoïdienne, mais ça, je le détaille un peu après. Euh, les endocardites sur des anévrismes mycotiques, avec des localisations qui ne sont pas les mêmes. Le syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible qui peut donner de l'hémorragie sous-arachnoïdienne. La maladie des petites artères avec des saignements intracrâniens qui souvent sont des hématomes intraprofonds et qui parfois peuvent donner d'autres manifestations. OK. Lorsque le scanner ne retrouve pas d'hémorragie sous-arachnoïdienne et souvent aussi lorsque la céphalée brutale a été parfois négligée par les patients, puisque fort heureusement, toutes les hémorragies sous-arachnoïdiennes ne sont pas dans le coma. Et parfois, on a des patients qui arrivent nous voir, ça fait une semaine qu'ils ont mal à la tête, et puis le scanner ne retrouve pas de sang, parce que peut-être était-ce une HSA de faible quantité. Alors, on peut faire d'autres examens. Qu'est-ce que vous avez en tête? Une IRM cérébrale, avec en particulier quelle séquence? Ouais. Ce qui permet de bien voir le sang? Ouais, T2 étoiles, les séquences, oui, ouais. OK. Et puis, l'autre qui est classiquement décrit comme examen paraclinique? Ouais, la ponction lombaire. Qui aura quelles caractéristiques? Ouais. Mais par rapport à une ponction lombaire traumatique, comment vous allez faire la différence? Ça coagule pas, mais enfin une ponction lombaire traumatique, tu vas pas avoir un caillot dans ton bah, s'il y a beaucoup de sang, si ta plaie elle est vraiment hémorragique, alors ça ne s'éclaircit pas au fur et à mesure des tubes et puis dans l'hémorragie sous-arachnoïdienne, le sang, il était déjà présent, il a eu le temps en partie de se liser
Et du coup, on aura, je crois que je le décris juste après. En tout cas, lorsqu'il centrifuge le tube, on aura un culot avec des globules, mais on aura aussi des globules rouges qui sont lysés. Donc on peut rechercher les pigments dans le sang. OK. L'IRM si c'est vu tardivement. Et donc voici ici. Alors, décrivez-moi, Lina, décris-moi ce scanner, enfin cette imagerie cérébrale. Oui, excellent. Passe par les orbites. Ouais, Et on voit une hyperdensité oui. des sillons corticaux à droite, non, si à droite, et une hémorragie à gauche aussi. En fait, je Mhm. sais pas trop, j'ai l'impression que c'est pas cortical à gauche. J'ai l'impression que c'est dans le parenchyme, mais je sais pas. Ça? Non, là, Ça? oui. C'est quoi cette structure-là, cette zone-là? Les autres? Alors, on a, effectivement, tu as très bien décrit, on a une hyperdensité spontanée euh, qu'on peut voir ici. Et là, c'est typiquement le chemin de Mayenne, absolument. Donc, c'est la vallée sylvienne qui va se prolonger après ici avec l'insula. On a une hyperdensité spontanée interhémisphérique au niveau frontal, et on en a au niveau des sillons corticaux. Ici, un autre scanner cérébral, toujours sans injection, et vous voyez une quantité de sang qui est autrement plus importante, avec du sang. Ça, c'est quelle structure, ça? Exactement, le mésencéphale, hein. En Doppler transcranien, on recherche cette structure-là, les fameuses oreilles de Mickey, puisque autour de en avant de ce mésencéphale est notre polygone de Willis, avec nos terminaisons carotidiennes, l'artère cérébrale moyenne, les cérébrales antérieures qui vont partir devant, et les communicantes postérieures et cérébrales postérieures qui vont partir derrière. OK, et voici donc euh, séquence injectée, et je vous enjoins, un, à regarder vos scanners cérébraux toujours sur le Pax lourd, et deux, lorsque vous êtes sur le Pax lourd, pour vous intéresser aux vaisseaux, quels que soient les vaisseaux d'ailleurs, il faut se mettre en MIP, qui permet d'avoir ces images-là où on voit la continuité des vaisseaux, ce qui nous permet de voir très clairement ici, ouais, qui est situé à quel endroit? Alors, effectivement, là tu te mouilles pas trop, c'est un bon début. Alors, probablement qu'il est au niveau de la terminaison carotidienne droite. Et il a quelle caractéristique? Ben, il est volumineux, il est probablement supracentimétrique ici, et vous le voyez, il est irrégulier. Et ça, ce sont des arguments, le caractère irrégulier, flicténulaire, pour dire que c'est un anévrisme qui a saigné il y a peu de temps. Alors, le sang, dans une hémorragie sous-arachnoïdienne, va suivre les espaces sous-arachnoïdiens dans lesquels les artères et artérioles cheminent. Donc oui. Voilà, une autre façon de le voir, avec notre cercle de Willis qu'on disait être devant notre mésencéphale. Et donc nos anévrismes vont se situer préférentiellement au niveau d'intersection. Alors, alors voilà aussi, je trouve ça intéressant ce schéma-là, puisque ça nous montre les rapports entre les vaisseaux. Donc là, c'est le territoire postérieur, hein, puisque vous voyez que ça, ce sont les artères vertébrales qui se rejoignent. Vous savez comment elle s'appelle, celle-là, là, la petite qui est là? Ah merde, elle est marquée. Bon, bah, c'est l'artère spinale antérieure qui vascularise la partie supérieure de la moelle. Mais bon, ça fait toujours du bien de se rappeler qu'elle vient de là. Et donc, qui se rejoignent ici pour former le fameux tronc basilaire, ok. Et donc, on a notre troisième paire crânienne qui est là. Et on a notre cérébral postérieur qui est là. Mais ça, c'est le début de la troisième paire crânienne qui passe devant
le mésencéphale. Là, vous avez le pont, la protubérance et la moelle allongée qui est là. Et ça, c'est le début. Donc, vous avez un anévrisme au niveau de la communicante postérieure, et bien, ce sera cette portion-là de la troisième paire crânienne qui sera comprimée. Et puis après, voilà, comme poste. Et puis après, notre troisième paire crânienne, elle va cheminer vers l'avant. Et là, vous avez la terminaison carotidienne. Donc, on comprend qu'un anévrisme termino-carotidien ou comme poste peut comprimer la troisième paire crânienne sur différentes portions de son cheminement. Bon, la PL, on disait qu'il était sous tension, rosé, homogène sur tous les trucs, incoagulable. Alors oui, mais ça, si tu as un coagulum sur ton ulcère, c'est que vraiment, elle a été sacrément traumatique. Et qu'après centrifugation, on a un surnageant xanthochromique qui est lié donc au pigment lié à la lyse des globules rouges. Le diagnostic, le gold standard, est l'artéographie cérébrale, qui est réalisée que dans des centres experts qui ont de la neuroradiologie interventionnelle, et il n'y en a pas partout, et qui aura à la fois un rôle diagnostique et à la fois un rôle thérapeutique, puisqu'on pourra, et c'est le cas de la majorité des prises en charge des anévrismes intracrâniens en France, mais ce n'est pas le cas pareil dans tous les pays, traiter par un traitement endovasculaire ces anévrismes cérébraux. Une artéographie cérébrale diagnostique peut se faire sous anesthésie locale. C'est un abord souvent fémoral, mais pas que. Il peut y avoir un abord radial, un abord huméral. Il ne faut pas sous-estimer les complications de ce geste-là, sachant que les complications d'une artério ne sont pas les mêmes si vous les faites dans des conditions programmées, à froid, un patient qui arrive au calme, qui est bien à jeun, pour une artérographie cérébrale diag, versus une artérographie à chaud, un patient qui vient de saigner dans la tête. Je pense notamment aux complications ischémiques, puisque vous allez mettre dans des tout petits vaisseaux de la tête un cathéter qui n'est pas un matériau bio, enfin ils sont biocompatibles, oui, mais ils vont générer une réaction de coagulation autour d'eux. C'est la raison pour laquelle on fait de l'héparine lors d'une artérographie cérébrale, pouvant donner, les classiques, c'est entre autres de multiples petits AVC en distalité, des macro-emboles, puis après, il y a plein de choses qui peuvent survenir. Cortical blindness, c'est en lien avec quoi? Qu'est-ce qui donne une cécité corticale comme complication des artérographies cérébrales? C'est la description, on va dire, classique, mais qui peut prendre plein de formes. Ouais, l'encéphalopathie au produit de contraste, hein. OK. Bon, l'insuffisance rénale, je vous apprends rien. L'allergie, OK. Et puis, on peut perforer un vaisseau, on peut perforer un sac anévrismal. Bon, bref, c'est pas parfaitement anodin. On va dire que la technique, les matériels ont considérablement évolué sur toutes les dernières années, que ces procédures-là sont vraiment beaucoup mieux maîtrisées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 10 ans ou plus encore, mais elles sont encore grevées de complications. Après, on peut classer nos hémorragies ménagées avec différents scores. Un score clinique, qui est le score WFNS, le grade. WFNS, c'est World Foundation of Neurosurgeons, va de 1 à 5, du moins grave au plus grave. Le grade 1, c'est un Glasgow 15, qui vous voyez. Pourquoi les grader? Parce que c'est associé au handicap et à la mortalité. Et donc, les WFNS1 ont 13% de GOS 1 à 3 à 6 mois, c'est-à-dire décès, relationnel ou handicap sévère. Le grade 2, c'est un Glasgow 13-14 sans déficit, moteur sensitif. Le 3, il y a un déficit. Le 4, ils sont entre 7 et 12 de Glasgow, quel que soit le déficit. Et le 5, ils ont un Glasgow strictement inférieur à 7. Et vous voyez qu'il y a quasiment 50% de mortalité. Le score de Fisher modifié est un score, lui, scanographique, qui, en fonction de la quantité de sang et de sa localisation, va alors prédire, entre autres, le survenu, alors j'ai marqué du vasospasme, parce que là, je parle du vasospasme radiologique.
Hein, on parlera après des complications, mais là, ça prévient, ça prédit, le fait qu'un vaisseau va être spasmé, qui est associé, mais pas que, au déficit ischémique, secondaire, qui est un des problèmes, que nos hémorragies méningées vont pouvoir présenter. Donc quand vous avez un patient qui arrive avec une céphalée brutale, bah, il va falloir, savoir à quel moment est-ce qu'il a eu cette céphalée brutale, puisque sur, les complications, ça va un peu changer les choses. Alors les étiologies, on avait dit que dans 85 des cas, elles étaient d'origine anévrismale. Hem La taille est importante, l'évolutivité est importante, l'aspect de l'anévrisme est important. Ça, c'est vraiment nos collègues neuroradiologues qui, sont à même de savoir quel anévrisme, lorsqu'il est découvert fortuitement, nécessitera une surveillance, plus ou moins rapprochée, plus ou moins un traitement. Et vous avez ici, un tableau qui vous met en parallèle, le temps avec la probabilité d'hémorragie sous-arachnoïdienne en fonction de la taille de l'anévrisme. Vous voyez que plus l'anévrisme est de grande taille et plus il risque de saigner. Dans 10 des cas, on ne retrouve pas de cause à cette hémorragie sous-arachnoïdienne. On dit qu'elle est cinémateria et cinémateria, elles sont souvent, mais pas que, localisées au niveau périmésencéphalique. D'ailleurs, souvent on fait le le lien entre HSA périmésencéphalique et cinémateria. Ce serait d'ailleurs le sujet d'un cours à part entière. Avec un peu moins de littérature solide pour, savoir, 1 quelle en est sa physiopathologie, 2 quelles en sont les complications, 3 quels en sont les traitements. Ce que je peux juste vous dire, c'est qu'elles sont, considérablement moins graves. Et puis, dans 5 des cas, ça va être autre chose. Ce dont on évoquait tout à l'heure, des MAF, des fistules durales, des cavernomes, une thrombophlébite cérébrale, ça je ne l'avais pas évoqué tout à l'heure. Bon, ma liste n'est pas exhaustive, loin de là. Des causes plus atypiques, que ce sont des vascularites cérébrales, qu'elles soient vascularites infectieuses, donc anévrisme mycotique, où là, on a pour le coup régulièrement, on est sollicité dans le cadre d'endocardites infectieuses à la recherche d'anévrisme intracrânien. Ils ont tous, avant une CEC, une imagerie cérébrale qui va recharger ces fameux anévrismes mycotiques. C'est, c'est pernicieux l'anévrisme mycotique parce que ça peut se développer très rapidement. Et j'ai en tête au moins 2 exemples d'anévrismes mycotiques traités et qui, en l'espace d'une semaine, ont redéveloppé un autre anévrisme mycotique. Et puis, beh, vous savez qu'avec, la CEC, et la dose, colossale d'héparine que les patients se prennent, pour une chirurgie cardiaque, eh bien, le risque de ressaigner dans sa tête est important et c'est pour ça qu'on dépiste ces anévrismes mycotiques. Bon, il y a des études en cours pour savoir, s'il faut systématiquement faire une artérographie cérébrale, bon bref. Alors, c'est là-dessus que je voulais vous amener tout à l'heure sur, quand on regardait le polygone de Willis, c'est dans quelle zone est-ce que nos anévrismes se développent? Bah, c'est souvent, je vous le disais, à des zones de jonction. Pourquoi? Bah, parce que c'est là où il va y avoir du stress physique, à chaque, jonction de vaisseau. Vous allez avoir l'onde incidente qui va, se réfléchir au niveau de la bifurcation et ça va générer du stress au niveau de la paroi qui va pouvoir, à la faveur, d'autres facteurs de risque, typiquement, on parlait de l'hypertension artérielle, de pathologie du tissu conjonctif, développer ces dilatations, artérielles qui correspondent à une fragilité de la paroi, de la média de nos vaisseaux cérébraux, qui vont fragmenter la limitante élastique interne et donc on va avoir une perte de parallélisme des parois. C'est ça notre anévrisme. On n'a pas que de très beaux anévrismes avec un petit collet bien étroit et un beau sac anévrismal. Parfois, on a une perte de parallélisme avec ce qu'on appelle des anévrismes dits blister-like, des anévrismes disséquants. On le voit souvent au niveau du territoire postérieur d'ailleurs. Euh, bon, donc, la majorité des anévrismes sont dans le territoire antérieur. Ça veut dire quoi le territoire antérieur? Ouais, enfin, c'est à partir d'où? Ouais, c'est ça. Carotide et puis, ce qui est devant. De vascularisation postérieure, c'est le territoire vertébro-basilaire. Les anévrismes, postérieurs sont grévés d'une plus grande morbidité et d'une plus grande mortalité. Ça, je pense qu'on l'a déjà dit ensemble. J'avance donc. Vous avez, voilà, plein de représentations de la localisation de ces névrismes.
Une diapo sur les périmésencéphaliques, c'est souvent des sujets jeunes, de bas grade. La localisation, bah voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Avec une artérographie qui ne retrouve pas d'anévrisme, ça c'est certain. Qui, en termes de complications, un, ne renseigne pas, deux, peuvent avoir, mais rarement, une hydrocéphalie aiguë ou subaiguë, qui exceptionnellement vont présenter du déficit ischémique secondaire et qui, dans la grande majorité des cas, sont associés à un bon pronostic. Et on pense que ce sont des petits arrachements veineux qui sont responsables de ces saignements. Donc les causes anévrismales sont très largement devant les autres causes d'anévrisme intracrânien, mais faut-il connaître les autres causes. Alors, la prise en charge initiale de ce qu'on a fait vendredi soir sur une hémorragie ménagée de bas grade, c'est en premier lieu de s'assurer que le patient ne ressaigne pas. Donc il va falloir qu'il ait pas mal, ou le moins mal possible. Éviter qu'il vomisse parce que quand on vomit, on va brutalement augmenter, on va faire une manœuvre de Valsalva, donc on va brutalement augmenter la pression veineuse cérébrale, augmenter aussi sa pression artérielle. On va contrôler la pression artérielle. On va le mettre à jeun parce qu'il va avoir à minima une artérographie cérébrale. Alors, la prévention des complications de décubitus, elle n'a pas trop sa place à toute prise en charge toute initiale. Enfin bon. Et donc, jusqu'à ce que l'anévrisme soit sécurisé, on va avoir un objectif de contrôle tensionnel. Alors, quel est le bon niveau de pression artérielle? Il y a plusieurs niveaux qui sont préconisés. On sait qu'il y a un lien entre l'HTA et le ressaignement. Maintenant, quel est le niveau exact? Ça, on ne sait pas exactement. L'ASA préconise moins de 160, d'autres préconisent moins de 150, d'autres encore moins de 140. Faut voir aussi quelle est la gravité de l'hémorragie sous-arachnoïdienne. S'il y a à la phase toute initiale une HTIC sur une hydrocéphalie aiguë, par exemple, vouloir s'acharner à le mettre forcément à moins de 140, ça veut dire qu'en fait, il aura moins que 140. Ça veut dire aussi qu'on va baisser pendant toute cette phase-là la pression de perfusion cérébrale. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Mais vous n'allez pas le laisser à 200 de systole ou à 180 de systole. Donc, peut-être que chez celui-là, on aura plutôt moins de 160 versus moins de 140 chez celui qui n'a aucun signe d'hydrocéphalie aiguë d'HTIC. Le seul médicament qui ait montré un bénéfice sur la mortalité et la prévention des conséquences du déficit ischémique retardé, mais ça, on parlera de ça plus posément après, c'est la nimodipine, le nimotop. On prendra le temps d'en parler. Alors, on est toujours dans la phase initiale de la prise en charge de notre hémorragie sous-arachnoïdienne. Et dans quel délai faut-il faire l'artéographie? Souvent, on a des patients qui nous sont proposés la nuit pour ces hémorragies sous-arachnoïdiennes. Faut-il faire déplacer l'équipe de neuroradiologie interventionnelle pour un geste qui est techniquement difficile, avec un docteur qui sera tout seul, donc il n'y aura pas forcément l'aide de ses autres collègues neuroradiologues. Donc il va falloir qu'on ait de bons arguments pour le faire en nuit profonde. Là, les attitudes sont, à ma connaissance, plutôt consensuelles dans la mesure où en nuit profonde, dans la très large majorité des cas, on n'embolise pas un anévrisme intracrânien. Alors en fait, je parle un peu en avant puisque cette diapo, c'est plutôt un objectif 140 versus 160 de pression artérielle sur le risque de ressaignement. Bon, on ne veut pas que ce soit au-delà de 160, quoi. OK. Le risque de refaire une artérographie trop précocement, alors le ressaignement, alors très précocement, c'est-à-dire qu'il vient tout juste de saigner. Sachant que là, je vous dis comme s'il était évident que le traitement serait endovasculaire. Vous avez plein de pays, en fait, la prise en charge thérapeutique de cet anévrisme intracrânien sera le clipage chirurgical. Il y a quand même une vraie question d'habitude dans tout ça. En France, on a une très grande majorité, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais je dirais comme ça, 80% de la prise en charge des anévrismes intracrâniens qui sont faits de façon endovasculaire. Vous avez des pays où plus de 50% des anévrismes seront traités par clipage. Le problème de notre stratégie, c'est qu'on a aussi des neurochirurgiens qui perdent, c'est normal, la compétence du clipage, qui est un geste
pas évident non plus, et grévé d'un risque non négligeable de ressaignement perprocédural, de d'ischémie si le clip n'est pas convenablement placé. En tout cas, les deux stratégies se font et il faut toujours qu'il y ait une discussion entre le neuroradiologue interventionnel, le neurochirurgien et l'équipe d'anesthésie-réanimation. Est-il préférable de faire plutôt une stratégie endovasculaire que chirurgicale? Eh ben, tout dépend du type de patient aussi. On voit que les hauts grades, il semble qu'une stratégie neurochirurgicale soit peut-être plus favorable que les bas grades. Que selon la localisation, bah, il y a une stratégie qui est, peut-être, vous voyez la terminaison carotidienne, artère cérébrale moyenne, en tout cas artère cérébrale moyenne, plutôt une stratégie chirurgicale et encore, vous voyez que c'est pas si clair que ça. Bon, sur l'ensemble et c'est pour ça aussi qu'en France, on a opté ça, mais ça fait déjà 20 ans ce papier et les techniques ont beaucoup évolué, les techniques de radiologie interventionnelle ont beaucoup évolué en 20 ans. Ça favorise plutôt la stratégie de radiologie, interventionnelle. Mais, maintenant que les hémorragies ménagées, survivent, et ben, faut penser qu'à distance, il y a aussi une différence entre une stratégie endovasculaire et une stratégie chirurgicale sur le risque de recirculation. Et on voit quand même très régulièrement au bloc opératoire des patients qui reviennent pour ben, un anévrisme qui se remet à circuler avec des traitements qui ne sont pas forcément non plus parfaitement anodins, hein, les flots diverteurs, des stentings intracrâniens, biantégration plaquettaire, bon, ça, faut voir sur le long terme aussi la différence entre les deux. On fait un peu le parallèle avec la chirurgie cardiaque sur les valves, quoi, le papier récent là, sur TAVI et remplacement valvulaire aortique. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur le pronostic à plus long terme. Alors voilà ce dont je vous parlais tout à l'heure. Le risque de ressaignement, il est maximal dans les premières 24 heures. Donc, on se dit qu'il faut faire ça le plus précocement possible, certes. Est-ce qu'il faut le faire dans les premières 6 heures, c'est-à-dire, bah, dans la première nuit? Pas forcément, eu égard à ce que je vous évoquais tout à l'heure, notamment au fait qu'on est moins compétent, moins performant, lors d'une prise en charge en nuit profonde, tant sur la partie, de radiologie interventionnelle que sur la partie anesthésique, que, le collègue neuroradiologue sera tout seul pour gérer son geste et que faut enfin voilà, c'est pas un geste qui est facile. On est en train de parler de vaisseaux qui font quelques millimètres, de collègues qui font quelques millimètres, du risque de perforation du sac anévrismal avec une morbidité à ce moment-là. Donc, faut trouver voilà le bon juste milieu. Voilà, pas ultra précoce. Comment on fait? Eh ben, voilà les 2 présentations, un clip à droite, c'est une représentation schématique et pareil à gauche, du schéma avec, ici la reconstruction 3D d'un anévrisme dégueulasse. Vous voyez qu'il est, volumineux, hétérogène, flicténulaire. On voit le microcathéter qui, est, en place avec un coiling. Donc c'est des petites spires qui vont s'enrouler, à l'intérieur de l'anévrisme jusqu'à oblitérer intégralement l'ensemble du volume anévrismal, tout en laissant une lumière et en espérant qu'on ait le moins de ces zones-là disponibles possible, de libres, puisque bah, ça va être à nouveau une zone où il y aura des contraintes avec potentiellement la repousse d'un sac anévrismal à cet endroit-là. Le tout étant de contrôler, genre, je ne sais pas si c'est une boucle parce qu'il y a un vaisseau derrière ou une petite flictène, mais en tout cas, il faut s'assurer que la zone qui a saigné ne ressaigne pas. Puisque un ressaignement, et je pense que c'est une des diapos d'après, est associé à une mortalité très importante. Un patient qui ressaigne sur une hémorragie sous-arachnoïdienne a un fort risque de mourir. Voilà, on n'a pas tout à fait passé la phase toute initiale, mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe après? De toute façon, ces patients sont dans des filières de soins de centres experts qui ont de la neuroréanimation, de la neurochirurgie, et qui seront surveillés soit en surveillance continue, soit en réanimation pendant à minima 12 jours, avec une surveillance clinique qui est hyper importante. Biologique, ok, mais la clinique, elle est fondamentale dans la surveillance d'un patient qui a une hémorragie sous-arachnoïdienne. On va dépister les complications précoces et tardives.
Alors, en parlant de complications, on part enfin de ce petit cas clinique de madame S, 48 ans. Vous avez une femme, un âge entre 40 et 60 ans, vous voyez où est-ce qu'on veut en venir, qui présente une céphalée brutale alors qu'elle faisait un exercice physique. Initialement, elle est Glasgow 15 et quand elle arrive au SAS de grande garde de neurochirurgie, elle a perdu 2 points de Glasgow avec un scanner cérébral qui est celui que je vous présente là. Qu'est-ce qui vous marque sur ces deux images? Ouais, ok, ça a saigné. Et sur la coupe scanographique que vous voyez à droite de l'écran, alors, dis-moi. Là, on ne le voit pas. Ça, je suis pas sûr. Alors, un scanner, on scrolle, hein. Là, je vous ai pas mis des trucs qu'on peut scroller. Bon, faut voir. Je suis pas sûr. Ça pourrait être, pourquoi pas, du plexus choroïde. Et une perte. Voilà, on voit une disparition quand même assez nette, hein, des sillons corticaux, notamment au niveau pariétal, au niveau occipital et frontal, on en voit encore, mais il y a une nette disparition des sillons. Elle a 48 ans, on s'attendrait à avoir à minima un tout petit peu de LCR. Et puis, ouais, les ventricules latéraux ont quand même une tête dilatée. Est-ce que je vous ai mis le V3? Je vous ai pas mis le V3, mais la taille du troisième ventricule est importante. C'est donc un tableau d'hydrocéphalie aiguë, qui est une des complications importantes à la phase initiale d'une hémorragie sous-arachnoïdienne, 20 à 30% des patients, qui survient la plupart du temps précocement. Si on doit avoir une hydrocéphalie, elle va survenir précocement. Et qui est lié à un effet mécanique, du moins dans un premier temps, c'est un effet purement mécanique. On a du sang, de la fibrine qui vont obstruer les voies de circulation du LCA. Et vous savez que l'aqueduc de Sylvius, le foramen de Monroe, les foramens de Louchka et de Magendie sont de toute petite taille et peuvent se boucher, entraîner une hydrocéphalie obstructive, non circulante d'amont, qu'on va voir au scanner cérébral. Le traitement d'une hydrocéphalie aiguë, c'est la mise en place d'un système de dérivation ventriculaire qui va être positionné au niveau des ventricules latéraux. Voilà, hydrocéphalie aiguë, alors il y a l'index bicodé. Je ne connais personne qui fasse l'index bicodé, mais en tout cas, ça existe. Et donc, le traitement, c'est la mise en place d'une DVE. Une DVE, voici deux modèles différents. On va probablement finir sur cette partie-là. Euh, Comment est-ce qu'on gère une DVE? Voici la partie du recueil. Vous avez une mesurette graduée en millimètres de mercure et en centimètres d'eau. Vous avez ici un bocal de recueil qu'on appelle une burette. Vous avez ici un robinet qui est en distal du circuit. Ça, c'est juste pour vider la burette et un sac, une poche de recueil. Donc, le tuyau provient du patient, arrive là. On a ici, donc, en rouge, c'est le 0 qui est censé être au niveau du tragus, au niveau du troisième ventricule, en fait, qui correspond au tragus de l'oreille. Et il faut que ce soit au bon niveau, puisque grâce à ça, on va régler le niveau de la DVE, qui est ici réglé à plus 10 cm d'eau. Vous avez une petite réglette là, vous allez pouvoir monter ou descendre. C'est un principe des vases communicants. Lorsque votre niveau est réglé à 10 cm d'eau, au-delà de 10 cm d'eau de pression au niveau de l'extrémité de votre cathéter de DVE, le liquide céphalorachidien va s'écouler vers votre burette. Au-dessous, ça ne va pas s'écouler. Ok. Donc, vous avez votre 0 qui est bien fait, vous avez votre niveau qui est réglé là, ici, à plus 10. Alors, le prélèvement de LCR, quand on doit le faire, se fait en stérile au niveau du robinet en dessous de la burette. Ici, permet de mettre, notamment ici, vous voyez un capteur de pression. Vous voyez également que sur ce capteur de pression, qui est exactement le même qu'on utilise pour mesurer la pression artérielle sanglante, il n'y a pas, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Ici, vous avez un robinet, un bouchon, pardon, et il n'y a pas de poche de sérum salé avec une tubulure et une poche de contre-pression. Hein. Vous imaginez qu'on ne va pas mettre de poche de contre-pression. C'est bête dit comme ça, mais ça fait du bien de le dire quand même, hein, parce que ça s'est déjà vu.
Donc ça, c'est pour pouvoir mesurer la pression intraventriculaire. Il suffit pour ça de mettre votre robinet en direct entre la tête de pression et le cathéter de DVE, et vous avez une mesure de pression intraventriculaire, qui est un peu un gold standard de pression intracrânienne. Simplement, lorsque vous faites ça, vous ne mesurez pas, vous ne drainez pas le liquide céphalorachidien. Donc, vous pouvez prendre une mesure, mais il ne faudra pas oublier de redéclamper derrière. Si on doit clamper une DVE, vous transportez un malade, on fait un soin de nursing, on est en train de l'installer sur la table de neuroradiologie interventionnelle. Il n'y a qu'un seul endroit où on clampe une DVE. C'est uniquement ici. Or, il y a des petits clans en plastique qui sont là. Il y a un robinet qui est en proximal au niveau de la tête du malade. Il n'y a qu'ici qu'on clampe. Un, parce que ça permet d'homogénéiser les pratiques. Deux, parce que c'est là où on fait le zéro. Ce qui fait que si quelqu'un a oublié de déclamper, on le voit immédiatement quand on fait le zéro. Et le zéro, en fait, à chaque tour infirmier, on le fait. Et puis le docteur, quand il fait le tour dans la chambre du malade, il faut qu'il vérifie que le zéro soit bien fait. Une DVE, ça se pose au bloc opératoire. Ça se fait de le mettre dans une chambre d'un malade, mais clairement, ça n'est pas une condition optimale. Il faut, dans la mesure du possible, mettre un cathéter de dérivation ventriculaire externe au bloc opératoire. Dans la très large majorité des cas, ça se fait sous anesthésie générale. Il y a des équipes qui le font sous sédation. Les neurochirurgiens peuvent s'aider de la neuronavigation ou des repères anatomiques pour positionner la DVE, le but étant d'éviter au maximum un trajet aberrant. Il n'y a pas, en 2025, d'antibioprophylaxie pour la mise en place d'un cathéter de DVE. Et vous voyez qu'il y a deux choses, une incision cutanée, la plupart du temps au niveau frontal, où on va faire un trou de trépan, perforer la dure mère et insérer un cathéter jusque au niveau des ventricules latéraux, un cathéter qui est multiperforé. Puis, il va être tunnelisé sous la peau et sortir derrière. Donc là, il est inséré ici, il est tunnelisé sous la peau et sort derrière. Quel est l'intérêt de tunnéliser sous la peau? Diminuer le risque infectieux, puisque vous n'allez pas avoir une continuité entre l'orifice cutané, qui est là où il est exposé à l'environnement extérieur, donc microbien, et l'insertion intracrânienne. La physiopathologie des infections de cathéter de dérivation ventriculaire se fait From the Skin to the Brain. C'est un papier de Roman Mounier qu'on a publié à l'époque, qui vous montre la physiopathologie d'infection, où en fait on a une colonisation de la peau, et ils ont fait des écouvillons de l'orifice d'entrée de notre cathéter tous les jours, et sur les robinets tous les jours, pour savoir si c'était une contamination endoluminale par le biais des manipulations ou une contamination cutanée. Et la colonisation va se faire d'abord de la peau, cheminer le long du cathéter de DVE avant d'infecter les ventricules. C'est le sens de tunnéliser, sans compter le fait que si on tire alors que le cathéter n'est pas tunnélisé, on risque de le ressortir. Or, ça se joue parfois à quelques millimètres près. Ici, évidemment, le pansement, je suppose que c'est lors du retrait d'un cathéter de DVE, parce que sinon, ce raccord-là, il est non pas sous un petit jersey comme ça, mais sous un pansement propre. Et donc, il y a toujours un pansement occlusif qui protège tant la cicatrice, mais surtout l'orifice cutané de votre cathéter de DVE. Bon, ça, c'est comment est-ce qu'on gère une DVE, c'est un peu lourd, mais de toute façon, on en a déjà parlé ensemble tout à l'heure. Alors, comment est-ce qu'on gère une DVE bouchée? Il y a un petit arbre décisionnel. D'abord, on s'assure qu'elle soit convenable, on s'assure de la tolérance. Est-ce que le patient a des signes d'hydrocéphalie aiguë? Trouble de la vigilance, vomissement, omnibulation coma, l'hypertension artérielle qui peut être satellite d'une hydrocéphalie aiguë parce qu'en fait, il y a une HTIC, donc le patient s'adapte en augmentant sa pression artérielle. Et puis après, on fait une analyse un peu systématique. On va partir de l'extérieur. On va vérifier qu'il n'y ait aucun des petits clans, justement, qui ait été clampé, que le cathéter n'est pas coudé. On refait le pansement de tête parce qu'il est fréquent d'avoir une coudure du cathéter de DVE au niveau de la tête du malade. Et puis, si malgré tout ça, le cathéter est bien perméable, enfin, il n'est pas coudé, va falloir s'assurer qu'il soit toujours bien en place. Donc là, il va falloir pousser le patient au scanner. Soit le scanner est déplacé, il faut le reposer au bloc, soit la DVE est bien en place, avec des œillets qui sont dans les ventricules, et à ce moment-là, on pourra discuter de faire de la fibrinolyse, puisque l'obstruction pourrait être due à un caillotage, ce qui arrive quand même régulièrement.
Et cette procédure de fibrinolyse, elle est protocolisée et on ne fait pas ça dans son coin. On discute avec l'équipe de neurochirurgie et puis on suit step by step le protocole parce qu'on va être amené à injecter de l'actilyse ou de l'urokinase dans le cerveau du malade. Bon, je passe sur la DVE déconnectée, mesure de pic, on en a parlé. Et on parle bon, alors cette fois-ci, c'est un autre cas clinique puisqu'elle n'a pas le même âge. Céphalée brutale, elle est Glasgow 13 initialement, elle perd ses points sur les yeux et sur le verbe, avec ce scanner cérébral qu'on avait déjà vu tout à l'heure. Et puis, à H6 de sa prise en charge alors qu'elle est en salle de réveil, elle se plaint à nouveau d'une céphalée brutale et elle est dans le coma, avec des yeux fermés, elle grogne et elle fait vaguement du retrait. Il s'agit ici d'un ressaignement avec un bel hématome frontal gauche. Et le ressaignement, c'est 60% de mortalité. C'est hyper grave. Ce qui explique qu'il faille exclure précocement les anévrismes. Et je vous avais dit, c'était majoritairement dans les premières 24 heures. Alors là, je pense qu'il y a aussi dans la densité qu'on voit du produit de contraste. Là, la densité de l'hématome, c'est pas la densité du sang, sachant que pour faire la part des choses, un patient qui a une artérographie cérébrale et au décours de laquelle vous faites un scanner quand il y a de l'hémorragie, quand il y a de l'hématome, quand il y a de la rupture de barrière, vous pouvez demander des séquences qui permettent de faire la soustraction du signal du produit de contraste iodé. Et donc, pour finir avec les complications précoces, vous avez l'early brain injury, donc l'agression cérébrale initiale liée tant à l'atteinte du saignement lui-même, hématome, que de l'hydrocéphalie aiguë, que aussi de la perte de charge. Vous avez d'un coup un gros vaisseau, typiquement l'artère cérébrale moyenne, qui va saigner. À ce moment-là, la pression qui règne en aval de ce vaisseau, elle est beaucoup plus basse, puisque le sang va partir dans l'anévrisme et pas en aval. Donc ça va aussi générer de l'ischémie. La comitialité, l'OAP neurogénique, cardiopathie adrénergique, on en a parlé. Ok, je vous propose que dans la deuxième partie du cours, on aborde les complications tardives, puisque ça fait déjà 1 heure qu'on discute d'hémorragie méningée. Est-ce que sur cette prise en charge toute initiale de l'HSA, vous avez des questions? Aucune question. Est-ce que vous avez tous... Ouais. Bon, alors ça, il n'y a rien qui dise qu'il faille faire l'une que l'autre. Euh, on peut faire les deux molécules. Le Présil, s'il est très hypoxémique, on a probablement moins, enfin, c'est pas probable, on a moins de levée de la vasoconstriction pulmonaire hypoxique avec le Présil qu'avec les inhibiteurs calciques. Euh, Sur une hémorragie ménagée, je n'aurais pas trop de scrupules à faire du Loxène. Parfois, en fait, tu es contrainte de devoir faire du Loxène en complément de Leprésil parce que le Leprésil seul ne permet pas de contrôler la pression artérielle. Une bonne analgésie semble déjà nécessaire et notre patient de vendredi avait des céphalées excessivement intenses et en ayant contrôlé les céphalées avec pas mal de morphine, finalement, il avait besoin d'un fifrelin de Présil pour contrôler la pression. Mais il n'y a pas de molécule à privilégier. D'autres questions? Bon, on fait la suite la semaine prochaine.